colérique, comme dit sanguin, vous dites à chacun des responsables de ce tempérament de travailler sur ça. Comment travailler sur ça? D'abord, reconnaître que je suis colérique et que je suis portée souvent à la violence physique. Et que je ne suis pas portée à la violence physique parce que l'autre forcément n'est pas bon, mais c'est ma nature. Donc quand c'est ma nature, je ne vais plus trop accuser l'autre, je ne vais plus trop condamner l'autre, je ne vais plus me donner à cet acte en disant que c'est l'autre qui m'a contraint à le faire. Quelle que soit la personne faible que vous avez à votre côté, vous avez le devoir de vous dominer, d'agir en adulte, de pouvoir réagir en adulte. Donc, quand je reconnais que je suis colérique, que je fais des crises de colère, là, je vais savoir que je dois chaque fois m'observer pour ne pas aller vers l'action. Et vous savez, les tempéraments font partie du psychisme, c'est-à-dire de la nature spirituelle de l'homme. Et quand vous le savez, vous essayez de tout faire pour dominer votre mental. Et le meilleur moyen, c'est d'aller vers votre Créateur. Certainement que vous avez une religion, demandez de l'aide à Dieu, parce que c'est lui qui gère généralement le mental et le spirituel. Déjà, le fait que vous vous agenouillez pour demander à Dieu de vous aider, cela prouve que vous êtes conscient que vous avez un problème. Au fait, les gens qui sont des colériques, qui se retrouvent peut-être en prison à cause de la violence physique, c'est des gens qui n'ont jamais accepté qu'ils ont des problèmes, qu'ils ont des manquements ou bien qu'ils ont ce tempérament-là. Et ils pensent que c'est les autres qui sont mauvais et ça les conduit à là où ça doit aller, à la prison ou même à la mort. Donc vraiment reconnaître que j'ai ce tempérament, prier, se surveiller, veiller sur soi, ne pas aller jusqu'au bout de mes actions. Et le sanguin, lui, en quoi son tempérament peut porter à la violence dans un foyer? Oui, sa façon de parler, la violence verbale. Le tempérament et le sanguin parle beaucoup. Et c'est vraiment une de ses faiblesses qu'il a du mal à gérer. Et quand le sanguin est en palabre, ses émotions s'augmentent et vous allez le voir faire des crises de mots, quoi. Enfin, des mots sales, c'est-à-dire il va faire sortir tout. Il va déballer n'importe quoi, juste parce qu'il veut gagner cette bataille, mais partant du verbe, de la parole. Donc, c'est leur façon de parler. C'est vrai, il y a des sanguins aussi qui vont jusqu'à la violence physique. Mais généralement, c'est rare. Et quand, par exemple, un sanguin va jusqu'à la violence physique, c'est peut-être parce qu'il a vu son père le faire, ou bien dans sa société, c'est des choses qui se font ou communément. On pense sur le plan culturel que quand une femme, par exemple, n'est pas soumise, qu'on la tape pour qu'elle devienne soumise, etc. Donc, ce sont des conceptions, des concepts qu'il a acquis. Mais, naturellement, son degré d'amour, d'affection et de romantisme ne l'amène pas là-bas, mais il détruit généralement son foyer par la violence verbale. Après les colériques et les sanguins, abordons les phlegmatiques. Les phlegmatiques, ce sont nos partenaires qui sont calmes, qui ne parlent pas, qui ne réagissent pas souvent, ils sont gentils, ils ne sont pas exigeants. Voilà leur nature. Mais le problème, ce qui gêne dans les foyers, c'est leur difficulté à prendre des décisions. C'est des gens qui ne prennent pas des décisions. Vous ne pouvez pas leur poser des questions et avoir en même temps une réponse. Et vous ne pouvez pas les amener dans les actions, dans les activités. Ils pouvaient être neutres ou en retrait. Donc, ça lasse vraiment le partenaire et il se sent seul. Il sent que c'est lui seul qui se bat, qui se démerde et l'autre est là, est en train de le voir en spectateur et ça crée des soucis. Au fait, lui, il pense que la vie est simple et qu'on n'a pas besoin de se débattre comme certains le font. Donc, il ne juge pas utile d'agir, de faire des activités. Et
les autres le voient comme de mauvaise foi parce qu'on a un partenaire qui est là, qui ne peut pas donner des idées, qui ne veut pas participer aux actions et vous êtes la seule à agir, à mettre en œuvre tout ce qu'il faut pour que le foyer marche. Et ça qui amène des difficultés. Lui, le flegmatique, il n'est pas dans la violence, c'est un homme de paix. Naturellement, il est paisible. Lui, il ne va pas rentrer dans les querelles. Quand vous apportez des querelles ou bien des disputes, il sera là à vous regarder. Donc, il n'est pas enclin à la violence verbale non plus. Mais lui, ce qu'il fait est qu'il est, sans le vouloir ou bien sans le savoir, dans la violence psychologique. Imaginez que vous êtes avec un homme et la personne semble ne pas être intéressée par tout ce qui se fait autour de lui. Vous aurez bien voulu qu'il prenne des décisions, qu'il dise qu'on achète une voiture, qu'il dise qu'on fasse un prêt, qu'il s'investisse au fait dans la relation. Vous ne le voyez pas le faire. Comme il n'aime pas prendre des décisions sur le champ, c'est une personne qui ne va pas vouloir investir aussi financièrement quand le besoin est là sur le champ. C'est-à-dire qu'il y a un besoin, vous aurez bien voulu qu'il résolve ce problème ou bien qu'elle résolve ce problème, mais elle va prendre du temps et vous allez penser peut-être que c'est un avare, c'est quelqu'un qui ne veut pas donner de l'argent, mais ce n'est pas forcément le cas pour ceux qui sont avec ces genres de personnes. C'est des personnes qui prennent du temps avant de prendre des décisions. Donc, quand vous voulez, par exemple, qu'il participe dans un projet, dites-le lui, peut-être que le projet serait pour le lundi prochain, dites-le lui déjà aujourd'hui ou bien la semaine précédente, vous le lui dites pour qu'il se prépare et qu'il fasse l'action. Pour eux, l'action n'est pas spontanée. Donc, vous voyez que quand on est avec ces genres de personnes, on est en face de la violence psychologique. Psychologiquement, cette personne vous fait croire qu'il n'est pas intéressé par ce qui se fait dans le foyer, alors que ce n'est pas du tout le cas. Psychologiquement, vous ne vous sentez pas attiré ou bien séduit par cette personne. Des fois, vous allez croire que vous n'êtes pas la bonne personne pour lui. C'est pourquoi il est indifférent, insensible. Et vous pouvez comme ça déprimer, parce que lorsque vous allez vouloir résoudre ce problème par des disputes, vous allez voir qu'il ne va pas réagir. Vous pouvez aller jusqu'à la violence physique, vouloir le taper. Il y a des hommes qui le font. La personne ne va pas réagir et finalement, c'est vous qui allez perdre la tête et vous demandez où est-ce que je suis, pourquoi elle me fait ça, si elle ne veut pas de moi, pourquoi elle est avec moi, s'il ne veut pas de moi, pourquoi il me garde. Non, c'est parce que leur tempérament qui les amène à cela. Donc, quand je suis dans ce cas, je dois comprendre que j'exerce la violence psychologique. Vous allez voir certaines femmes déprimées à fond parce qu'ils se disent que leur mari ne s'intéresse pas à elles. Il est là, il ne dit rien, il ne fait rien. Quand je lui pose des questions, il ne répond pas, etc., etc. Et finalement, la femme déprime et ne se retrouve pas. Donc, vous allez vous dire, peut-être vous, partenaire flegmatique, que vous êtes sans problème, comme j'ai l'habitude de vous appeler peace and love. Que vous ne cherchez pas de problème, vous ne vous imposez pas, vous ne forcez pas l'autre partenaire à faire ci et ça, mais dites-vous que vous lui imposez une violence psychologique à gérer et ça peut dégrader pratiquement le foyer. Imaginez que je sois une femme qui est un partenaire flegmatique et que le partenaire, je sois la seule personne à prendre des décisions. S'il faut inscrire l'enfant à l'école, s'il faut changer par exemple de moyen de déplacement, s'il faut acheter ça, si c'est moi seule qui le fais, l'autre ne le fait pas. En tout temps, je vais me dire que la personne ne m'aime pas et je vais commencer par sombrer dans la dépression, tout comme quelqu'un qui est victime de violence physique ou de violence verbale. Une violence est une violence, ça a toujours des impacts négatifs, des effets négatifs sur la victime. Et je crois que nous devons dans nos foyers
voir dans quelle mesure j'exerce une violence donnée et arriver à trouver des solutions idoines pour amener l'autre à pouvoir s'épanouir à mes côtés. Oui, et si il arrivait que deux flegmatiques se retrouvent, comment ça peut se passer par rapport à ces affaires de violence conjugale? Quand ils sont là, psychologiquement, les deux vont se malmener. Nous sommes là, nous n'investissons pas dans la relation, nous ne faisons pas des actions pour que les choses changent. D'abord, nous n'aimons pas les changements. Donc, nous serons toujours là à ne rien faire et à nous accuser en se disant que c'est l'autre qui ne fait pas et l'autre aussi dit que c'est... en s'accusant mutuellement. Donc, je crois que quand on est deux flegmatiques ensemble, on doit tout faire pour pouvoir prendre des décisions, participer aux activités, investir dans la relation. Et je crois que c'est ce dont le flegmatique a besoin vraiment pour éviter cette violence psychologique, parce que généralement, ils ne comprennent pas pourquoi les autres sombrent dans la dépression alors qu'ils ne font rien, ils ne les insultent pas, ils ne les tapent pas. Non. Votre nonchalance crée vraiment des problèmes dans le foyer. Essayez d'investir, essayez d'agir. Quand par exemple vous prenez une décision, vous voulez par exemple construire une maison, investissez là-dedans. Ne laissez pas l'autre aller lui seul au chantier, prendre des décisions, acheter celui-ci et acheter ça. Et vous êtes là où vous dites que l'essentiel c'est que la maison soit construite. Vos idées, vos contributions, votre participation amènera l'autre à comprendre que c'est un projet commun et c'est dans le cadre de l'épanouissement de votre petite famille. Et ça ne fera que du bien à votre relation. Pour terminer, est-ce qu'on peut parler des mélancoliques? Oui. Les mélancoliques aussi sont calmes de nature, comme les flegmatiques. Mais le problème chez les mélancoliques, c'est qu'ils sont toujours dans les détails. Et ça tue la relation. Je vais toujours prendre l'exemple de la construction de maison. Quand, par exemple, un couple veut construire une maison et que l'un des partenaires est mélancolique, vous allez constater que le partenaire va vouloir d'abord qu'on fasse le budget, c'est bon, c'est une bonne idée. Mais après, qu'on dise où est-ce qu'on va aller acheter le ciment. Elle va aller voir si c'est vraiment le ciment qu'elle veut. Si c'est par exemple le matériel de décoration, il faut qu'elle aille elle-même par exemple choisir les carreaux. Elle ne va pas accepter que l'autre aille acheter le carreau sans elle, etc. Oui, c'est bon, hein, c'est des bonnes choses. C'est des personnes qui aiment faire les choses en bien et les choses dans l'ordre et la perfection. Malheureusement, c'est les détails qui tuent la relation. Les détails, toujours dans les détails. Ne dépose pas ça ici. Ça, on le met ici. On ne met pas l'eau dans ça. On ne met pas l'assiette là, ici. Il faut mettre ton habit là. Toujours en mode exigence. Et ça crée des soucis. Au début, on apprécie parce que ça permet d'ordonner la maison. Mais entre-temps, ça fatigue. Quand l'autre ne sait pas de voir dans quelles conditions psychologiques son partenaire est avant d'imposer ses exigences. Comme tout ce qu'elle demande est bien, normal, est acceptable, elle pense qu'elle ne fait pas du mal. Non, vous êtes en train de détruire votre partenaire, de lui faire croire que lui, il n'est pas compétent, il n'a pas de capacité pour pouvoir entretenir votre relation. Et vous voulez forcément que l'on fasse les choses comme vous le voulez. Vous n'aimez pas trop le changement. Et quand vous avez un conjoint qui aime le changement, ça crée de vraies tensions. Les autres pensent que vous êtes trop exigeant, mais vous pensez que vous faites les choses bien. Il faut que vous ayez le juste milieu. J'aime bien faire les choses, mais l'autre aussi a sa façon de faire les choses. Et c'est un adulte, ce n'est pas un enfant que je suis en train d'éduquer. Les mélancoliques, généralement, ne parlent pas. Donc, ce n'est pas des gens qui vont aller vers les disputes, les bagarres, mais c'est des gens aussi qui vont vers l'action. C'est des partenaires qui sont là, qui ne parlent pas, mais à moindre difficulté, vous allez avoir un coup sur la tête ou au dos,
parce que c'est sa façon de parler, de s'exprimer. C'est-à-dire, cette personne voulait parler, ne pouvant pas parler, vous aurez le coup comme ça fatalement. Et ce n'est pas bien si vous êtes mélancolique et vous allez vers cette dérive, c'est parce que vous n'arrivez pas à vous contenir sur le plan émotionnel. Quand on est fâché, la première des choses à faire, c'est de s'asseoir et de discuter. C'est d'écouter aussi l'autre, se justifier ou donner ses arguments pour voir si vous ne pouvez pas tirer quelque chose de ce que vous avez apporté. Vous n'allez pas être carré quand vous êtes dans un couple. Quand vous êtes seul, vous faites ce que vous voulez. Mais quand vous êtes dans un couple, vous êtes obligé. Vous n'avez pas de choix d'écouter l'autre, de prendre en compte son avis et de mettre l'eau dans votre vin. Des fois, quand vous prenez le temps d'écouter l'autre, vous allez voir qu'il a de bonnes idées et que vous pouvez mettre votre idée en jachère, l'écouter, prendre en compte son idée et voir comment améliorer votre idée. Et les changements ne sont pas faits pour vous faire du mal. Quand, par exemple, vous avez l'habitude de faire quelque chose comme cela et que votre partenaire vient modifier la façon dont vous faites la chose, ce n'est pas contre vous qui le fait. Généralement, les mélancoliques sont tellement suspicieux que quand l'autre apporte son idée ou veut faire quelque chose autrement ou veut faire quelque chose qui lui plaît, il pense que c'est parce qu'on lui veut du mal. Non, c'est parce que l'autre aussi a sa nature, son identité et a le droit de faire les choses comme il veut. Donc, c'est ça, quand on a notre tempérament de base et qu'on ne travaille pas pour améliorer quelques défauts, on est enclin à adopter la violence pour se faire comprendre. Or, la violence n'a jamais arrangé les choses. Si vous pratiquez la violence, vous contraignez quelqu'un, vous vous imposez à cette personne, la personne ne réagit pas, ça veut dire que la personne subit la violence. Monsieur donc, il y a les tempéraments comme les flegmatiques et les sanguins qui généralement arrivent à subir la violence physique. C'est-à-dire que quand vous avez un partenaire comme ça, que vous voulez taper ou pas, cette personne va rester. Mais ça ne veut pas dire que cette personne est à l'aise ou bien elle vous aime. C'est que son tempérament ne l'aide pas à comprendre qu'elle doit se défendre. C'est un tempérament qui ne se défend pas généralement. Parce que la personne ne se défend pas, vous croyez que vous faites bien? Non, vous ne faites pas bien. Parce qu'à long terme, vous aurez les effets de ce que vous êtes en train de faire. Il y a beaucoup de femmes qui sont malades de cancer, de sein, etc., juste parce qu'ils n'ont pas supporté une violence à long terme. Il y a beaucoup d'hommes qui ont fait l'AVC, qui font l'AVC parce qu'ils subissent la violence de leur conjoint, que ce soit physique, que ce soit verbal, que ce soit psychologique, que ce soit sexuel. Il y a cet effet-là qui a agi. Donc, essayons nous aussi de travailler sur la violence que nous exerçons sur l'autre pour qu'à long terme, nous ne finissons pas ensemble malades. C'est ce qui arrive quand on accumule la violence, on subit la violence, ça conduit à des maladies comme l'hypertension, ça accentue les effets du diabète, ça amène à l'AVC, ça amène au cancer. Donc, faisons attention, nous ne sommes pas dans le couple pour nous détruire, mais nous sommes dans le couple pour vivre longuement et pouvoir jouir de nos foyers et donner de bons exemples à nos enfants. Beaucoup de personnes font usage de la violence physique parce qu'ils ont vu faire. Cela sous-entend que si moi aussi je le fais, ça veut dire que c'est un héritage que je suis en train de léguer à mon enfant. Mon enfant aussi sera victime de la violence, pas victime, mais sujet de la violence physique. Et vous savez que ceux qui pratiquent la violence physique ne sont pas généralement fiers d'eux-mêmes. Hein. C'est pourquoi après chaque violence, ils viennent demander pardon, ils ne sont pas fiers. Ils auraient bien voulu ne pas être un pervers narcissique. Donc, pour ne pas arriver à
au statut de pervers narcissique, je crois qu'il faut reconnaître qu'on a vraiment à nous cet instinct de violence physique et il faut arriver à s'en débarrasser le plus tôt possible parce que qui mange, mangera toujours. Le mieux, c'est de ne même pas commencer parce que vous commencez par taper votre conjoint, vous serez toujours en train de vouloir le faire et ça dénature, ça dénigre ta personne et ça dénigre ton conjoint. Et ça laisse un héritage à tes enfants qui vont perpétuer le même acte s'ils ne cherchent pas des solutions à cela. Voilà. Imaginez que deux mélancoliques se retrouvent dans un foyer. Femme mélancolique, homme mélancolique. Ah, ils vont bien s'insulter, bien, parce que, vous savez, le mélancolique, c'est vrai, il est calme, mais à cause de son exigence, il est toujours en mode réclamation de droits. Tu dois me faire ça, tu dois faire ça, c'est toi l'homme, c'est toi qui dois payer le loyer forcément, c'est toi la femme, c'est toi qui dois t'occuper forcément du foyer. Alors que vous comprenez que nous sommes dans une ère où on n'est plus trop exigeant, les choses ont changé. J'ai toujours l'habitude de donner l'exemple de nos parents, de nos grands-parents, où l'homme avait son champ. Automatiquement, il est né avec, quand il naît, on lui donne un champ, et il n'a pas besoin d'aller chercher du travail. Et forcément, quand il travaille au champ, il ramène de la nourriture, et la femme est à l'aise dans son rôle de femme de foyer, où elle s'occupe des enfants, elle n'a pas besoin de travailler. Mais nous ne sommes plus dans cette société, cette sorte de société. Maintenant, tout le monde travaille. Le travail n'est pas, je ne sais pas, automatique. Des fois, on l'a, des fois, on ne l'a pas. Donc, ça change les donnes dans les foyers. Parce que nous sommes deux mélancoliques, nous allons toujours vouloir que les choses soient comme cela se doit. L'homme, toi, tu dois aller chercher de l'argent. Même quand la femme a de l'argent, elle va garder ça parce que c'est le devoir de l'homme de payer le loyer. Même s'il n'a pas de boulot, il n'a qu'à aller chercher. Et la femme aussi, l'homme aussi, elle a dit que c'est le devoir de la femme. Et cette femme sera là en train de se battre entre le service et les responsabilités domestiques, etc. C'est deux personnes qui seront tellement exigeantes qu'ils vont s'empoisonner mutuellement. Quel conseil vous avez à donner à tous les couples, indépendamment de leur tempérament? Beaucoup de gens se plaignent dans leur foyer parce qu'ils se disent qu'ils ne sont pas compatibles. C'est juste une question de tempérament. Vous n'êtes pas compatibles, c'est normal parce que vous n'avez pas les mêmes tempéraments. Donc, que vous ne soyez pas compatibles n'est pas le problème. Le problème, c'est de savoir ce que l'autre aime, l'autre veut ou l'autre aime faire, c'est-à-dire, de par son tempérament, veut faire ou veut qu'on le fasse, que je le sache et que j'essaye de mon mieux de pouvoir le comprendre et le supporter. Nous sommes ainsi arrivés à la fin de ce numéro de votre émission Idées, qui est portée sur les tempéraments et les violences conjugales. Merci pour votre fidélité à cette émission Idées. Cette émission Idées qui passe chaque semaine, les samedis de 17h à 18h, les dimanches de 12h à 13h et les mercredis de 9h15 à 10h15. Merci à notre réalisateur Akapo, merci aux caméramans, merci aux preneurs du son, merci aux synthétiseurs, merci enfin à nos monteurs et monteuses pour le travail que vous abattez. Nous allons nous retrouver la prochaine fois et d'ici là, bye bye. Bye bye.